Le pire cauchemar d'une mère n'est pas la mort, c'est l'impuissance. C'est regarder dans les yeux de l'homme en qui vous aviez confiance et réaliser qu'il n'a pas juste misé son argent, il a misé vous. Pour London Cross, un quart de nuit tardif dans un restaurant délabré était supposé être la partie la plus difficile de sa semaine. Mais quand son ex-petite amie la traîne à une partie de poker à un jeu élevé, elle se retrouve le pot dans une main de cartes qu'elle n'a pas distribuée. Vendue à un mystérieux étranger avec des yeux comme de la glace brisée et une peau froide comme la tombe, London pense que sa vie est finie. Elle a tort. C'est juste le début. Parce que l'homme qui l'a acheté n'est pas humain, et ses plans pour elle et son bébé sont bien plus dangereux et séducteurs qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'enseigne au néon du restaurant 24h24 de Jerry bourdonnait avec le vrombissement irritant d'une mouche mourante. London Cross essuya une tache de graisse du comptoir en formica, l'odeur de café brûlé et de bacon rassis s'accrochant à ses cheveux comme une seconde peau. Il était 23h45 un mardi. Ses pieds lançaient, son dos était douloureux, et dans le porte-bébé sous le comptoir, Penny, Smith-moi, était finalement, miséricordieusement, endormie. London vérifia ses pourboires. 12 guaranas d'or. Ce n'était pas assez pour les couches, sans parler du loyer dû dans 3 jours. La cloche au-dessus de la porte tinta, non pas avec le rythme d'un client, mais avec l'énergie frénétique du trouble. London n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Les pas lourds et inégaux le trahirent. London, couvercle, bébé, tu dois m'aider. Travis Miller avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Ses cheveux blonds étaient emmêlés de sueur, ses pupilles dilatées, ses mains tremblantes alors qu'il tendait le bras par-dessus le comptoir. Il portait un costume qui avait l'air cher de loin, mais bon marché de près. Du polyester brillant qui ne respirait pas. « Rentre chez toi, Travis, » dit London, sa voix plate. Elle bougea pour bloquer la vue du porte-bébé. « Je t'ai dit que c'était fini. Si Jerry sort de l'arrière et te voit me harceler, il appellera les flics. »« Non, pas de flics, » siffla Travis, jetant un coup d'œil à la fenêtre striée de pluie. « J'ai juste besoin que tu viennes avec moi juste pour 1 heure. Il y a des gars. Je leur dois des couvercles beaucoup, mais je peux le regagner. J'ai juste besoin d'un porte-bonheur. Tu sais, tu as toujours été ma chance. » « Je ne suis pas une patte de lapin, Travis. Je suis une mère. Je travaille. »« S'il te plaît, » il implora, des larmes montant réellement dans ses yeux. « Ils vont me tuer, London, si je n'arrive pas avec quelque chose, quelqu'un pour me garantir. Ils ont dit qu'ils prendraient les genoux en premier. » London ferma les yeux. Elle le haïssait. Elle haïssait qu'il l'ait charmée 2 ans auparavant. Haïssait qu'il l'ait laissée quand elle est tombée enceinte, et haïssait par-dessus tout que le voir terrifié lui donnait encore des nausées. Elle baissa les yeux vers Penny, dormant profondément. Si Travis se blessait, ou pire, les gens à qui il devait de l'argent pourraient venir chercher son plus proche parent. Et malheureusement, son nom était sur le certificat de naissance de Penny. « On her » murmura London, détachant son tablier. « Et ensuite, tu ne me parles plus jamais. » Elle ne savait pas qu'elle signait son propre mandat de mort. Le lieu n'était pas un casino. C'était un domaine privé dans les collines, un endroit où l'allée était pavée de marbre, et les portails étaient gardés par des gardes portant des fusils d'assaut qui n'étaient pas strictement légaux. Travis conduisait sa Honda Civic cabossée, ses jointures blanches sur le volant. « Qui sont ces gens ?» demanda London, serrant le porte-bébé de Penny contre sa poitrine. « Riche, » marmonna Travis, « vieil argent, le genre d'argent qui n'a pas de compte bancaire. » Ils furent conduits dans une bibliothèque qui sentait le bois d'acajou, la fumée de cigares et quelque chose de métallique comme le cuivre. La pièce était sombre, éclairée seulement par un lustre en cristal qui projetait de longues ombres nettes. Au centre se trouvait une table ronde recouverte de feutre vert. 3 hommes y étaient assis. 2 étaient des hommes oubliables, en surpoids, en smoking, suant à travers leur col.
Le troisième homme n'était pas oubliable. Il était assis dans une chaise en cuir à dossier haut, parfaitement immobile. Il portait un costume anthracite qui épousait ses larges épaules comme s'il avait été tissé sur lui. Ses cheveux étaient foncés, balayés en arrière d'un visage incroyablement anguleux, des pommettes hautes, une mâchoire qui pouvait couper le verre, et une peau si pâle qu'elle ressemblait à de l'albâtre poli. Mais ce furent ses yeux qui figèrent London dans l'embrasure de la porte. Ils étaient gris, mais pas un gris doux et nuageux. Ils étaient la couleur de l'acier avant la frappe. « Monsieur Miller, » dit l'homme. Sa voix était un baryton grave, douce et terrifiante de calme. « Vous êtes en retard. J'ai apporté un gage. » Travis balbutia, poussant London en avant. London trébucha, serrant le siège auto. Le regard de l'homme pâle passa de Travis à elle, puis par au bébé endormi. Une lueur de quelque chose. Agacement. Faim passa sur son visage. « Asseyez-vous » ordonna l'homme. Le jeu était le Texas Hold'em. London s'assit sur un tabouret de velours derrière Travis, essayant de se rendre invisible. La pile de jetons devant l'homme pâle, que les autres appelaient seulement Monsieur Hale, était massive. Travis perdait beaucoup. 30 minutes plus tard, Travis n'avait plus rien. Il suait abondamment, sa jambe sautant si fort qu'elle secouait la chaise de London. « Le jeu est fini, » dit M. Hale, ses doigts jouant avec un jeton de poker noir. « Vous n'avez plus rien à miser, M. Miller. »« Je l'ai, elle, » lâcha Travis. La pièce devint silencieuse. Les deux autres hommes ricanèrent nerveusement, jetant un coup d'œil à Hale. London se leva, son cœur martelant contre ses côtes. « Qu'est-ce que tu dis? »« Assieds-toi, les London. » Travis claqua, le désespoir le rendant vicieux. Il regarda Hale. « Elle est jeune, en bonne santé. Le bébé est en bonne santé aussi. Pas de maladie. Vous pouvez les vendre ou les garder. Quoi que vous, les gens, fassiez. » London ne pouvait plus respirer. La trahison était si absolue, si physique. Elle se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans la gorge. Elle regarda Travis, le voyant pour le monstre qu'il était. Et puis elle regarda la porte. Deux gardes se tenaient là, les bras croisés. Monsieur Hale ne regarda pas Travis, il regarda London. Il étudia sa peur, la façon dont elle protégeait le bébé avec son corps. « Vous misez une vie humaine, Travis », Hale demanda doucement. « 2 vies humaines contre une dette de 200 000 $. Elle en vaut la peine, dit Travis, sa voix tremblante. Hale marqua une pause. L'air dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Très bien, j'accepte le pari. Une main, la carte la plus haute gagne. »« Non !» London cria. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas une. »« Silence, dit Hale. Il ne cria pas, mais le commandement la réduisit au silence instantanément. Ce n'était pas juste de l'autorité. C'était un poids physique pressant sur ses cordes vocales. Le croupier retourna les cartes. Travis obtint un valet de trèfle. Il laissa échapper un souffle, un sourire se dessinant sur son visage. Un valet était bon. Un valet était sûr. Hale ne regarda même pas sa carte. Il tendit la main, sa main pâle planant au-dessus du feutre, et la retourna d'un coup de poignet paresseux. Le roi de pique, le visage de Travis devint gris. « Je crois, » dit Victor Hale, se levant d'un mouvement fluide et prédateur. « Cela les rend miens. » Travis recula à la hâte. « Attendez, quitte ou double? »« Je peux te le prendre, » dit Hale au garde. « La dette est payée. Jetez-le par le portail principal. S'il revient, videz-le. » Videz-le. L'esprit de London s'accrocha au mot. Avant qu'elle ne puisse le traiter, Travis fut traîné dehors, hurlant. La porte se referma avec un claquement. Les deux autres joueurs ramassèrent à la hâte leurs manteaux et partirent, laissant London seul dans la bibliothèque sombre avec l'homme qui venait de la gagner à une partie de cartes. Victor Hale fit le tour de la table. Il bougea silencieusement comme de la fumée. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Elle pouvait le sentir maintenant, pas du parfum,
mais quelque chose comme la pluie sur la pierre froide et le parchemin ancien. « Prenez l'enfant, dit-il. « S'il vous plaît, murmura London, serrant la poignée du porte-bébé. « Je n'ai pas d'argent, mais je travaille dur. Je peux vous rembourser. Laissez-nous juste partir. » Victor inclina la tête. Il tendit la main et toucha le menton de London. Son doigt était glacial, d'une froideur choquante contre sa peau rougie. « Vous me méprenez, London, » dit-il, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité hypnotique. « Vous avez été vendu. Vous m'appartenez maintenant. Et je n'aime pas laisser ma propriété sans surveillance. » Il se tourna vers les grandes portes doubles. « Venez, la voiture attend. Nous rentrons à la maison. »« Où ?» Elle réussit à étouffer. « Au manoir Blackwood, » répondit-il sans regarder en arrière, « où vous apprendrez ce que signifie être la femme de Victor Hale. » London se figea. « Femme ?» Il s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres pâles. « J'ai besoin d'une famille, London, et ce soir le destin m'en a donné une. Je serai père et mari. Ne me décevez pas. » Le trajet vers le manoir Blackwood fut d'un flou de route pluvieuse et de silence oppressant. London était assise à l'arrière d'une Rolls-Royce vintage, les sièges en cuir sentant la lavande et l'argent ancien. Penny s'était réveillée à mi-chemin du trajet, laissant échapper un léger gémissement. London s'était terrifié, pensant que le son mettrait en colère l'homme assis en face d'elle. Mais Victor Hale avait simplement jeté un coup d'œil par la fenêtre, son expression illisible. Il n'avait pas cligné des yeux, pas une seule fois en 40 minutes. La voiture ralentit alors qu'elle approchait d'un portail en fer forgé qui semblait avoir été forgé au 18e siècle. Le domaine au-delà était terrifiantement grand. Un manoir de style néo-gothique fait de pierre sombre, se dressant contre le ciel nocturne comme une bête maussade. Il n'y avait pas de lumières aux fenêtres, sauf une faible lueur ambrée au rez-de-chaussée. « Est-ce que c'est vous allez nous tuer ?» demanda London. Sa voix était ferme, surprenant même elle-même. Si elle allait mourir, elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir supplié à nouveau. Victor tourna son regard de la fenêtre vers elle. Dans les lumières des lampadaires qui passaient, ses yeux semblèrent clignoter d'une étrange luminescence. « Si je vous voulais morte, London, vous ne seriez pas sortie de la bibliothèque. La mort est facile. La vie est compliquée. » La voiture s'arrêta. Le chauffeur, un homme silencieux avec un cou épais et des yeux vides, ouvrit la porte. « Laissez le sac, » ordonna Victor alors que London tendait la main vers son sac à main. « Vous n'aurez plus besoin de ces choses. » « Il y a sa formule, sa tétine, » London argumenta, serrant le sac allongé. « J'ai dit de le laisser. » London hésita, puis resserra sa prise. « Non. » Victor s'arrêta sur l'allée de gravier. La pluie tombait autour de lui, mais étrangement, il ne semblait pas se mouiller. Les gouttes semblaient s'incurver autour de sa silhouette. Il regarda sa défiance, et pendant une seconde, London pensa qu'il la frapperait. Au lieu de cela, il rit. C'était un son sec et rauque, inutilisé et rouillé, têtu. « Bien, vous aurez besoin d'une colonne vertébrale pour survivre dans cette maison. » Il se tourna et monta les marches massives en pierre. London le suivit, protégeant Penny de la pluie avec sa veste. L'intérieur du manoir Blackwood était glacial. Le foyer était une caverne de marbre noir et d'ombre. Un grand escalier s'élevait vers l'obscurité du deuxième étage. Il n'y avait pas de photos sur les murs, seulement des peintures à l'huile de paysages qui semblaient tempétueux et violents. « Arthur » appela Victor. Un vieil homme en uniforme de majordome apparut des ombres. Il avait l'air frêle, sa peau parcheminée, mais ses yeux étaient vifs. « Monsieur, montrez à Madame Hale l'aile est. Préparez la chambre d'enfant pour l'enfant. » Madame Hale, les sourcils du majordome se levèrent, mais il se ressaisit rapidement. « Bien sûr, et les arrangements, tout, » dit Victor. « Elle aura besoin de vêtements, de nourriture, de chaleur. »
L'enfant aura besoin de tout ce que les nourrissons humains requièrent. Allez en ville si vous devez ce soir. Attendez. London s'avança, l'écho de ses baskets résonnant fort sur le marbre. Arrêtez de m'appeler comme ça. Je ne suis pas votre femme. Vous ne pouvez pas juste dire des choses et les rendre vraies. Victor se tourna lentement. Il franchit la distance entre eux en un clin d'œil, littéralement. Une seconde, il était près des escaliers. La suivante, il la dominait. La vitesse fit tourner la tête de London. Dans le monde que vous venez de quitter, London, les lois sont écrites sur papier. Victor murmura, se penchant. Dans le monde où vous êtes entré, les lois sont écrites dans le sang et le pouvoir. Travis vous a vendu. La transaction a été témoignée par le syndicat. Pour eux, vous êtes ma propriété. Si vous sortez par cette porte, vous êtes un détail à régler. Les hommes à qui Travis devait, ils vous trouveront, et ils ne seront pas aussi hospitaliers que moi, Il fit un geste vers le grand hall. Ici, vous êtes protégé. En tant que ma femme, vous êtes intouchable. En tant que mon bétail, vous êtes précieuse. Je vous offre l'ancienne, ne soyez pas assez folle pour choisir la dernière. London regarda Penny qui mâchait son poing, inconsciente du danger. Victor avait raison sur une chose. Travis avait mis une cible sur leur dos. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi avez-vous besoin d'une femme? Pourquoi moi ?» L'expression de Victor se durcit. Une ombre passa sur son visage. Un regard de douleur ancienne et lasse. « Parce que London, le Conseil exige que je paraisse domestiqué, stabilisé, et parce que votre sang... » Il s'arrêta, ses narines se dilatant légèrement alors qu'il inhalait l'odeur de sa peur. « Votre sang sent le chèvrefeuille et le fer. C'est distinct. » Il recula, son masque d'indifférence reprenant sa place. « Arthur vous montrera votre chambre. Le dîner sera servi dans 1 heure. Ne soyez pas en retard. Et London, oui. Ne vous promenez jamais dans l'aile ouest. » La chambre de London était plus grande que tout l'appartement qu'elle avait partagé avec Travis. Elle était décorée de bleu profond et d'argent, avec un lit à baldaquin qui semblait appartenir à un musée. Un berceau, manifestement une antiquité, avait été hâtivement installé dans le coin, garni de draps frais et doux. Elle nourrit Penny, ses mains tremblantes alors qu'elle mélangeait la formule avec l'eau en bouteille qu'Arthur avait fournie. Le majordome avait été gentil, quoique distant, lui fournissant une pile de couches et un changement de vêtements pour elle, une robe en soie qui lui allait parfaitement, trop parfaitement. « Il connaissait ma taille » murmura London pour elle-même. « Comment connaissait-il ma taille ?» Elle enfila la robe, se sentant comme une poupée habillée pour une pièce de théâtre. Elle mit Penny dans le berceau. Le bébé s'endormit instantanément. London hésita. Elle ne voulait pas la quitter, mais le babyphone sur la table de nuit avait l'air neuf, probablement acheté dans la dernière tire. Elle l'alluma, accrocha le récepteur à sa ceinture et sortit dans le couloir. La maison était silencieuse, non pas le calme d'une maison vide, mais le silence lourd et observateur d'un prédateur attendant dans l'herbe. Elle trouva la salle à manger en suivant l'odeur de viande rôtie. C'était une longue pièce de style banquet. Un feu rugissait dans la cheminée, fournissant la seule chaleur qu'elle avait ressentie depuis son arrivée. Victor était assis au bout de la table. Il lisait un journal qui semblait être dans une langue étrangère. Allemand, non, plus ancien. « Asseyez-vous, dit-il sans lever les yeux. London s'assit à sa droite. La table était mise pour 2, mais il n'y avait de la nourriture que dans son assiette. Agneau rôti, pommes de terre, carottes glacées. Cela avait l'air délicieux, et son estomac la trahit avec un grognement bruyant. « Vous ne mangez pas ?» demanda-t-elle, ramassant sa fourchette. « J'ai mangé plus tôt, » dit Victor. Il plia le journal et le posa sur la table. Il ramassa une coupe remplie d'un liquide rouge foncé. Il prit une gorgée. London se figea. Le liquide était épais. Il recouvrait le verre. « C'est du vin ?»
Victor dit doucement. Un pinot noir 1945 millésime très rare. London ne le crut pas, mais elle avait trop faim pour argumenter. Elle prit une bouchée d'agneau. C'était incroyable. Elle mangea rapidement, consciente de ses yeux sur elle. Alors, dit London, essuyant sa bouche, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous jouons à la maison. Je fais semblant d'être Madame Hale. Et vous? Quoi? Que faites-vous, Victor? Je gère des actifs, dit-il. J'acquiers des choses de valeur et je les garde en sécurité. Est-ce que ce que je suis, un actif? Victor se leva. Il marcha vers la cheminée et regarda les flammes. La lumière du feu dansait sur sa peau pâle, le faisant paraître presque démoniaque. Vous êtes une nécessité, dit-il. Il y a un rassemblement à venir. Le bal du solstice d'hiver, l'élite de cette ville et le monde en dessous y seront. J'ai besoin de présenter un front uni. J'ai besoin d'un héritier et j'ai besoin d'un partenaire. J'ai un enfant, dit London de manière protectrice. Penny n'est pas votre héritière. Elle pourrait l'être, dit Victor, se tournant pour lui faire face. Je ne peux pas engendrer d'enfants de manière traditionnelle. Plus maintenant. Penny n'a pas de père. Travis a renoncé à ce droit quand il l'a mise sur la table. Je peux lui donner un nom, un héritage, une protection qu'aucune cour humaine ne pourrait jamais offrir. Il marcha vers elle, son mouvement silencieux. Il s'arrêta derrière sa chaise, ses mains agrippant le dossier. Elle pouvait sentir le froid émanant de lui. Mais en échange, murmura-t-il, sa bouche près de son oreille, vous devez m'appartenir, sainte, pas de fuite, pas de questions sur mes heures ou mon régime. Vous jouez le rôle et je vous donne le monde. London frissonna. C'était un pacte avec le diable. Elle le savait. Mais elle se souvint du regard dans les yeux de Travis, du désespoir de sa vie au restaurant, du compte en banque vide. Et si je refuse, alors j'ouvre la porte d'entrée, dit Victor simplement, et je laisse entrer les loups. Soudain, un cri perçant résonna à travers le babyphone sur la hanche de London. Penny. London se leva d'un bond, renversant sa chaise. Penny, elle courut. Elle sprinta hors de la salle à manger, montant le grand escalier, son cœur battant dans sa gorge. Elle fit irruption dans la chambre. Le berceau était vide. La fenêtre était ouverte, les rideaux flottant dans le vent glacial. « Penny !» London cria, tournant sur elle-même. Elle vit une silhouette debout dans les ombres du coin. Ce n'était pas Victor. C'était une femme grande, avec des cheveux comme de l'argent filé et des yeux qui brillaient d'un faible jaune maladif. Elle tenait Penny, ses longs ongles pointus planant au-dessus de la gorge du bébé. « Alors !» la femme siffla, sa voix ressemblant à des feuilles sèches bruissant sur le trottoir. C'est l'humaine que Victor a ramenée à la maison. London s'élança en avant, mais une main la saisit par l'épaule, l'attirant en arrière avec la force d'une presse hydraulique. Victor était là. Son visage n'était plus beau. C'était un masque de pure rage sauvage. Ses crocs, longs, acérés comme des aiguilles, étaient entièrement déployés. « Lâche-la, Sarafina. » Victor grogna, sa voix vibrant à travers les planches du parquet. « Ou je t'arracherai la tête des épaules. » La femme rit, révélant une bouche pleine de dents acérées comme des rasoirs. « Tu enfreins les lois, Victor. Tu amènes du bétail dans le cercle intérieur. Le conseil ne sera pas content. » « Elle n'est pas du bétail, » Victor rugit, le son brisant le verre du pichet d'eau sur la table de nuit. « Elle est ma femme. » La pièce vibra sous la force du grognement de Victor. L'intruse, la femme aux cheveux argentés, ne scia pas, bien que son sourire vacilla légèrement alors que Victor faisait un pas en avant. La pression atmosphérique dans la chambre d'enfant chuta, faisant siffler les oreilles de London. « Vous êtes audacieuse, Vanessa. » Victor dit, sa voix tombant à un registre qui fit vibrer les coraux des fenêtres. « Entrer par effraction chez moi, menacer un enfant. Le conseil a-t-il autorisé un désir de mort pour vous? »
Vanessa London remarqua le changement de nom, réalisant que ce n'était pas juste une attaque aléatoire, mais de la politique, ricana, traînant un ongle acéré le long de la couverture enveloppant Penny. Le conseil est préoccupé, Victor. Vous acquérez un humain. Vous jouez à la maison. Cela a l'air faible. Nous pensions peut-être que vous aviez ramolli. Je suis venu tester la force de votre nouvelle acquisition. Posez-la, Victor ordonna. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. L'autorité dans sa voix était ancienne, lourde comme une pierre tombale. Vanessa hésita. Pendant une fraction de seconde, la prédatrice en elle calcula les chances. Elle regarda Victor, dont les mains étaient serrées en poing, des veines noires comme de l'encre palpitant sous sa peau pâle. Elle regarda London, qui tremblait, mais avait saisi une lourde lampe en laiton sur la table du couloir, prête à frapper. Avec un sifflement d'agacement, Vanessa lança le paquet vers le lit. « Non !» London cria, plongeant en avant. Elle rattrapa Penny en plein vol, son corps s'écrasant sur le matelas, se recroquevillant instantanément autour du nourrisson. Penny gémit, le son perçant la tension. Vanessa se dirigea vers la fenêtre. « Ce n'est pas fini, Hale. Le solstice arrive. Apporter un animal de compagnie humain et un gamin qui pleure au rassemblement. Vous serez la risée du syndicat. Et quand vous tomberez, je serai là pour découper les restes. » Elle sauta. C'était impossible. Elle franchit le rebord de la fenêtre et disparut dans la chute de 3 étages sans un bruit. Victor ne la poursuivit pas. Il se précipita vers le lit. Le visage monstrueux, les crocs, le sourcil déformé reculèrent instantanément, laissant derrière lui le visage beau et terrifié de l'homme qui les avait achetés. « Est-elle blessée ?» demanda Victor, ses mains planant au-dessus du bébé, mais ne la touchant pas. « A-t-elle la peau brisée ?» London vérifia frénétiquement Penny. 10 doigts, 10 orteils, pas de rayures. Juste effrayée. « Elle va bien, elle va bien. » London berça le bébé, les larmes coulant enfin. Elle leva les yeux vers Victor, la fureur remplaçant sa peur. « Vous avez dit que nous étions en sécurité. Vous avez dit que cette maison était une forteresse. » « J'avais tort, » dit Victor d'un ton sombre. Il se détourna, arpentant la pièce. Vanessa est un élément isolé, mais elle exprime les doutes de notre espèce. Il pense que je suis vulnérable. « Je me fiche de votre politique, » London cria, se levant avec Penny serrée contre sa poitrine. « Elle a presque tué ma fille. Je pars, je me fiche de la dette, je me fiche des loups dehors, je tenterai ma chance dans la rue. » « Vous ne dépasserez pas l'allée, » dit Victor, arrêtant son pas. Il la regarda, et pour la première fois, London vit autre chose qu'un froid calcul dans ses yeux gris. Elle vit du désespoir. « Vanessa ne part pas. Il regarde. Si vous quittez ma protection maintenant, elle vous videra tous les deux avant que vous n'atteigniez la route principale juste pour me contrarier. » London s'effondra sur le bord du lit. « Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes prisonniers ici. » Victor s'approcha et s'agenouilla devant elle. C'était un geste choquant de soumission de la part d'une créature si puissante. Il la regarda, son visage au niveau des pieds de Penny. « J'ai besoin d'accélérer le plan, » dit-il doucement. « Je vous ai dit que j'avais besoin d'une femme pour paraître stable. Mais maintenant, j'ai besoin que vous soyez plus qu'un accessoire. J'ai besoin que vous soyez formidable. Je suis une serveuse, Victor. Je sers du café. Je ne combatte pas les vampires. »« Vous avez la rage d'une mère, » Victor dit, tendant la main pour toucher doucement le pied de Penny couvert d'une chaussette. « C'est plus dangereux que n'importe quel croc. Je vous enseignerai le reste. Je vous donnerai les outils, la connaissance et l'armure pour entrer dans le bal du solstice et les faire vous craindre. »« Pourquoi ?» London murmura. « Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous nous avez achetés pour un jeton de poker. » Victor se leva, son visage à nouveau illisible. « Parce que London, pendant 50 ans,
J'ai vécu dans cette maison avec rien d'autre que le silence. Ce soir, quand je vous ai entendu crier, c'était la première fois que je me sentais vivant depuis 1945. Il se dirigea vers la porte. Dormez. Arthur montra la garde devant votre porte avec un fusil de chasse chargé de balles incendiaires. Personne n'entre ce soir. Demain, votre entraînement commence. Les 3 semaines suivantes furent un flou d'épuisement et de terreur. Le manoir Hale n'était plus seulement une cage dorée. C'était un camp d'entraînement. Victor était un instructeur implacable. Il ne lui apprit pas à se battre avec les poings. Il lui dit clairement qu'elle perdrait toute confrontation physique avec son espèce. Au lieu de cela, il lui apprit à se battre avec son esprit, ses yeux et sa présence. Ne regardez pas en bas, Victor réprimandait alors qu'il s'entraînait dans la salle de bal. Les prédateurs sentent la soumission. Quand vous entrez dans une pièce, vous les regardez dans les yeux. Vous tenez le regard jusqu'à ce qu'ils détournent les yeux. Et s'ils ne détournent pas les yeux, demanda London, équilibrant un livre lourd sur sa tête pour corriger sa posture. Alors vous souriez, dit Victor, démontrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui promettait la violence. Ça les confond. Les humains crient habituellement. Entre les leçons sur l'étiquette des vampires, la lignée et la hiérarchie complexe du syndicat, London passait son temps avec Penny. Étonnamment, Victor commença à les rejoindre. Cela commença petit. Il apportait un jouet qu'il avait commandé, un cheval de bois ancien ou un ours en velours doux. Puis, il commença à s'asseoir dans la chambre d'enfant pendant que London nourrissait Penny, lisant à haute voix des livres lourds reliés en cuir. Il lisait de la poésie, de la philosophie et de l'histoire. Un après-midi pluvieux, London était dans la cuisine, essayant de faire manger à Penny des petites pois écrasés. Le bébé était capricieux, crachant la mixture verte partout. Elle n'aime pas la texture. La voix de Victor vint de l'embrasure de la porte. Il était appuyé contre le cadre, les bras croisés, portant un pull décontracté qui le faisait paraître étrangement humain. Elle est juste têtue. London soupira, essuyant la purée de petits pois de sa joue comme sa mère. Victor s'approcha. Puis-je? London hésita puis lui tendit la cuillère. Victor s'assit sur la chaise. Il ne roucoula pas et ne fit pas de grimace. Il regarda simplement le bébé avec un sérieux intense. « Pénélope, dit-il calmement, la nutrition est essentielle à la croissance. La substance verte est désagréable, oui, mais nécessaire. Mange. » Penny le regarda avec de grands yeux. Victor offrit la cuillère. Penny ouvrit la bouche et la mangea. London rit, un son authentique qui sembla surprendre Victor. « Vous avez raisonné avec un enfant de 6 mois. » Et ça a marché. Elle est intelligente, dit Victor, l'air satisfait de lui-même. Il essuya le menton de Penny avec une serviette, ses mouvements incroyablement doux pour un homme qui pouvait écraser de l'acier. Elle a vos yeux, London. Le moment resta suspendu dans l'air, fragile et chaleureux. London le regarda vraiment. Le monstre qu'elle avait craint s'estompait, remplacé par un homme seul, maladroit, et s'efforçant si fort de s'adapter à un moule qu'il ne comprenait pas. « Victor, dit-elle doucement, à propos du bal, oui, je n'ai rien apporté. La robe avec laquelle je suis venu, c'est un uniforme de serveuse. » Victor se leva. « J'ai pris la liberté d'arranger un tailleur. Il arrive dans l'heure. » Le tailleur était un humain nerveux nommé M. Graham, qui savait clairement ce qu'était Victor. Il mesura London avec des mains tremblantes, tandis que Victor se tenait dans le coin. Sans le design. « Pas de rose, » Victor ordonna. « Pas de pastel. Elle n'est pas une débutante. Elle est la matriarche du manoir Hale. Je veux du cramoisi, du rouge profond, du velours et de la soie, un col haut, un dos ouvert. Faites-la ressembler à une reine qui a traversé le feu. » Quand la robe arriva le soir du bal du solstice, ce fut exactement cela. London l'enfila et se regarda dans le miroir. Le tissu rouge épousait ses courbes, la couleur tranchant sur sa peau. Elle appliqua le rouge à lèvres foncé que Victor avait choisi.
Elle ne ressemblait plus à une victime. Elle avait l'air dangereuse. Victor l'attendait en bas des escaliers. Il portait un smoking avec une queue de pie, ses cheveux lissés en arrière. Quand il la vit, il arrêta de respirer. Littéralement, il resta figé, sa main serrant la rampe assez fort pour fendre le bois. « Eh bien, » demanda London, descendant les escaliers, son cœur martelant. « Est-ce que je passe? » Victor descendit les marches et lui prit la main. Il la porta à ses lèvres, embrassant ses jointures. Ses lèvres étaient toujours froides, mais la chaleur dans ses yeux était indéniable. « Vous les brûlerez tous, » murmura-t-il. Le lieu était une cathédrale souterraine cachée sous la plus ancienne banque de la ville. Des centaines d'invités se pressaient, créatures d'une beauté exceptionnelle et d'une immobilité terrifiante. L'air sentait le parfum cher et le fer. Alors que Victor et London entraient, la pièce devint silencieuse. London sentit le poids de 100 regards prédateurs. Son instinct était de se recroqueviller pour se cacher derrière le large dos de Victor. Mais elle se souvint de son entraînement. Ne regardez pas en bas. Elle leva le menton, passa son bras dans celui de Victor et entra dans la fosse aux lions. « Victor !» une voix tonna. Un homme massif avec une épaisse barbe et des yeux comme des trous noirs s'approcha. C'était Dominic, le chef du conseil local. « Dominic !» Victor hocha la tête. « Puis-je vous présenter ma femme, London Hale ?» Dominic rit, un son retentissant qui résonna sur les arches de pierre. « Femme, vous voulez dire l'animal de compagnie que vous avez acheté à un junkie? Nous avons entendu les histoires, Victor. Vous êtes devenu fou, jouant à la famille avec du bétail. » L'insulte piqua, mais London sentit le bras de Victor se tendre. Il était sur le point de craquer. S'il attaquait Dominic ici, il serait dans l'infériorité numérique et tué. London serra son bras, lui signalant d'attendre. Elle s'avança, relâchant Victor, et se tint face à face avec Dominic. Elle était plus petite d'un pied que lui, mais elle ne sia pas. « Bétail ?» demanda London, sa voix claire et portant à travers le hall silencieux. « Un choix de mots intéressant, Dominic, surtout puisque je vous vois porter un costume taillé par des humains, buvant du vin fait par des humains, vivant dans une ville construite par des humains. Vous dépendez de nous pour tout. Votre confort, votre secret, votre survie même. » Elle sourit, le sourire dangereux que Victor lui avait appris. Victor n'a pas acheté un animal de compagnie. Il a investi dans l'avenir. Il comprend que le monde change. Ceux qui s'accrochent aux vieilles méthodes, qui sous-estiment le bétail, sont ceux qui finiront par disparaître. Un murmure parcourut la foule. Dominic plissa les yeux, confus par son audace. Les humains étaient censés se cacher. « Elle a une langue, » Dominic ricana. « Elle a un cerveau, dit d'abord des Victor, s'approchant d'elle, sa main posée de manière possessive sur le bas de son dos. « Ce qui est plus que ce que je peux dire pour vous, Dominic. » La tension fut brisée par l'arrivée des serveurs avec des plateaux de boissons. London se détourna, ses jambes tremblantes, mais elle l'avait fait. Elle avait survécu. Victor se pencha, son souffle lui chatouillant l'oreille. C'était magnifique. « Je pensais que j'allais vomir, » admit-elle. « Vous étiez parfaite. » Ils passèrent l'heure suivante à naviguer dans la pièce. Victor la présenta à des alliés, des partis neutres et des ennemis. Ils se déplaçaient comme une unité. London se retrouva à anticiper ses besoins, apaisant les silences gênants, riant de ses blagues sèches. Ils étaient une équipe. Vers minuit, une valse commença. Victor l'entraîna sur la piste. « Je ne sais pas valser. » London paniqua. « Suivez mon pas, » dit Victor. Il la serra fort, son corps dur contre le sien. Ils bougèrent ensemble, glissant sur le parquet. Pendant un instant, les monstres, le danger, la dette, tout s'estompa. Il n'y avait que la musique et l'homme qui la regardait comme si elle était la seule source de lumière dans son monde sombre. « London, » dit Victor doucement, « j'ai besoin de te dire quelque chose cette nuit-là avec les cartes. Je n'ai pas triché, mais je savais que je gagnerais. Comment?
parce que je n'ai jamais rien voulu aussi fort que de te sauver de lui. La volonté est un pouvoir en soi. London leva les yeux vers lui. Vous m'avez sauvé. Je pense, dit Victor, appuyant son front contre le sien, que vous me sauvez. Ok. Le moment romantique fut brisé par une vibration dans la poche de Victor. Il en sortit un élégant téléphone noir. Il fronça les sourcils. C'est Arthur, dit-il. Il n'appelle jamais pendant un événement. Victor répondit. Arthur? London regarda la couleur s'écouler du visage déjà pâle de Victor. Ses yeux s'écarquillèrent, un regard d'aura pure qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Nous arrivons, dit Victor, sa voix se brisant. Il raccrocha. Quoi? London attrapa ses revers. Victor, qu'est-ce que c'est? Nous devons y aller maintenant. Est-ce que Penny? Victor lui saisit la main et commença à la traîner vers la sortie, ignorant les regards des autres invités. Arthur a été attaqué, dit Victor, sa voix tremblant de rage. Le manoir a été forcé. Ils l'ont prise. London. Ils ont pris Penny. Le retour fut un cauchemar. Victor conduisait à 120 manipifères zigzagant dans le trafic. Qui? London cria, agrippant le tableau de bord. Qui l'a prise? Pas Vanessa, dit Victor, ses jointures blanches. Elle était à la fête. Je l'ai vue. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait les codes de sécurité. Quelqu'un qui connaissait l'agencement. Ils firent un dérapage contrôlé devant le manoir. La porte d'entrée était brisée. Ils trouvèrent un Arthur dans le foyer, saignant d'une énorme blessure à la tête. Il était humain et il s'éteignait vite. « Monsieur, Arthur haleta, alors que Victor s'agenouillait à ses côtés. Je suis désolé, j'ai essayé. »« Qui c'était, Arthur? » Victor demanda, pressant ses mains sur la blessure pour arrêter le flux. « C'était Monsieur Miller, Arthur haleta. » London se figea. « Travis, c'est impossible. Vous avez dit que les gardes l'avaient jeté dehors. »« Ils l'ont fait, dit Victor sombrement, mais quelqu'un a dû le trouver. Quelqu'un lui a donné du pouvoir. Il n'était plus humain. » Arthur murmura, ses yeux rouges. Il a pris l'enfant. Il a dit de le rencontrer à l'ancienne gare de triage où tout a commencé. Victor se leva. Son visage était un masque de mort. « Arthur, reste éveillé. Les secours arrivent. » Il se tourna vers London. « Reste ici. » « Non, dit London. Elle alla au placard du couloir et en sortit le fusil de chasse qu'Arthur avait utilisé. Elle vérifia la chambre. « C'est mon ex, mon bébé. C'est moi qui conduis. » Victor la regarda, vit la froide détermination dans ses yeux et hocha la tête. « Nous y allons ensemble. » La gare de triage était un cimetière de métal rouillé et de trains abandonnés. Le brouillard montait de la rivière, obscurcissant le sol. London et Victor se déplaçaient dans le labyrinthe de conteneurs. Victor pouvait voir dans l'obscurité, guidant London d'une main sur son épaule. « Je le sens, » murmura Victor. « Il sent la pourriture, comme le mauvais sang. » Ils atteignirent une clairière. Travis se tenait au sommet d'une vieille locomotive. Il tenait Penny qui criait, ses petites jambes donnant des coups. Travis avait l'air différent. Sa peau était grise, ses veines bombées et noires. Il avait été transformé, mais bas clément. C'était une goule, une chose stupide et affamée, mue seulement par l'instinct et les ordres de son maître. « Travis! » London cria, s'avançant dans la lumière. « Lâche-la! » Travis tressaillit, regardant vers le bas. Il sourit, révélant des dents pourries. « London, joli London, tu as l'air cher. Qui t'a fait ça? » Victor sortit, sa voix résonnant. « Toi! » Travis hurla. « Tu m'as jeté, mais elle m'a trouvé, elle m'a donné du pouvoir. » Vanessa, Victor réalisa. Elle était la distraction à la fête. Elle a fait faire le sale boulot de Travis. « Le but de le bébé, » dit Travis, tenant Penny au-dessus du bord du train. Une chute de 20 pieds sur le béton. Elle dit que le sang de vampire dans un bébé fait un bon remède. « Travis, regarde-moi! »
London dit, avançant lentement, le fusil de chasse baissé. C'est moi. C'est London. Tu te souviens? Nous aimions aller au cinéma. Tu aimais le popcorn avec du beurre supplémentaire. Tu n'es pas un monstre, Travis. Tu es le père de Penny. Travis hésita. Une lueur d'humanité traversa son visage ravagé. Penny? Oui, dit London pleurant. C'est ta fille. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Travis regarda le bébé. Sa prise se desserra légèrement. Pendant une seconde, il sembla que cela fonctionnerait. Mais alors une ombre émergea de derrière le train. C'était un mercenaire, l'un des hommes de main de Vanessa. Il leva une arbalète. « N'écoute pas la viande !» cria le mercenaire. Travis grugna, son agressivité revenant. Il leva Penny haut. « Elle est à moi à vendre !» Victor bougea. Il était un flou de mouvement. Il sauta 20 pieds dans les airs, atterrissant sur la locomotive. Il plaqua Travis. Les deux hommes, l'un un vampire ancien raffiné, l'autre une goule pourrissante, roulèrent sur le toit métallique. Travis était d'une force anormale, alimentée par du sang frais. Il griffa le visage de Victor, y faisant de profondes entailles. Penny roula, chancelante au bord du toit. « Victor, le bébé !» London cria. Victor regarda Penny puis Travis, qui allait pour sa gorge. Il fit un choix. Il donna un coup de pied violent à Travis, le projetant en arrière et s'élança vers le bébé. Il attrapa Penny par le dos de sa grenouillère juste au moment où elle glissait du bord, mais la distraction lui coûta cher. Le mercenaire en bas tira. Le carreau à pointe d'argent s'enfonça dans la poitrine de Victor. Victor haleta, tombant à genoux sur le toit, serrant Penny contre sa poitrine. « Non !» London leva le fusil de chasse. Elle n'hésita pas. Elle ne trembla pas. Elle visa le mercenaire et appuya sur la gâchette. La balle incendiaire le frappa, l'enveloppant de flammes. Elle grimpa rapidement à l'échelle du train. Travis se relevait, se préparant à charger Victor qui était affalé, saignant du sang noir. London rechargea le fusil. « Hey, Travis! » Travis se tourna. London tira. Le coup le frappa en plein dans la poitrine, le faisant tomber du train. Il heurta le béton en dessous avec un craquement répugnant et ne bougea plus. London laissa tomber le fusil et courut vers Victor. Il était pâle, plus pâle que d'habitude. Le carreau d'argent était profondément enfoui près de son cœur. Il était recroquevillé autour de Penny, la protégeant de la chute et du combat. Penny pleurait, mais indemne. Victor, London sanglota, tirant Penny dans un bras et touchant le visage de Victor avec l'autre. « Elle est en sécurité. » Victor haleta, des veines noires se propageant de la blessure. « Elle est en sécurité. Tu l'as sauvée. Tu nous as sauvés. »« Bien, » murmura Victor. Ses yeux commencèrent à se fermer. « Prends-la. Va à la voiture. Laisse-moi, Enna. »« Taille-toi, » London dit férocement. « Je ne te quitte pas. Je suis ta femme, tu te souviens? Père et mari, tous les deux. Tu as promis. » Elle attrapa le carreau d'argent. « Ça va faire mal, London. »« Non !» Elle arracha le carreau. Victor hurla, un son de pure agonie. « Bois !» dit London. Elle se mordit le poignet fort, faisant couler le sang, et le pressa contre sa bouche. « Je ne peux pas. » Victor essaya de se détourner. « Je vais te faire du mal. »« Bois !» elle ordonna. « C'est un ordre, Victor. » L'odeur de son sang, frais, volontaire et donné par amour, était trop forte. Les yeux de Victor devinrent noirs. Il s'accrocha à son poignet. London haleta de douleur, mais elle ne se retira pas. Elle sentit sa force la quitter, coulant en lui. Elle lui caressa les cheveux alors que le monde commençait à tourner. « Ça va, » murmura-t-elle, sa vision s'estompant. « Ça va, nous sommes une famille. » Inconscience revint à London par vagues lentes et lourdes. Elle s'attendait au vent froid et mordant de la gare de triage, ou à l'odeur de fer rouillé et d'ozone. Au lieu de cela,
Elle fut enveloppée de chaleur. Le parfum de lavande et de vieux parchemin emplit ses narines, l'odeur caractéristique du manoir. Elle ouvrit les yeux en clignant des paupières, plissant les yeux contre une luminosité qui n'aurait pas dû être là. La lumière du soleil. Elle traversait les interstices des lourds rideaux de velours, peignant des lignes d'or sur le tapis persane. La panique envahit sa poitrine comme un coup physique. La lumière du soleil, Victor. Victor. Elle croissa, sa gorge sèche et irritée. Elle se redressa dans le lit, son cœur martelant contre ses côtes. « Je suis là, London. » La voix vint des ombres du coin éloigné de la pièce. Les yeux de London se tournèrent vers le son. Victor était assis dans un fauteuil à oreilles à dossier haut ou un corps positionné avec soin hors du rayon direct de lumière. Il portait une lourde robe de soie, des lunettes de soleil noir et un air d'immobilité terrifiante absolue. Mais il ne ressemblait pas à un homme qui avait reçu un carreau d'argent en plein cœur des heures auparavant. Il paraissait radieux, même dans la pénombre. Sa peau semblait vibrer d'une faible luminescence, et les cernes qui avaient marqué son visage pendant le combat avaient disparu. « Vous êtes vivant », London souffla, la tension quittant son corps si soudainement qu'elle se sentit étourdie. Elle baissa les yeux vers son poignet. Il était soigneusement bandé avec de la gaze blanche, un contraste frappant avec les draps de soie. Victor se leva et se dirigea vers le lit. Il se déplaça avec une grâce qui n'était plus prédatrice, mais royale. Il s'assit sur le bord du matelas, le matelas s'affaissant à peine sous son poids, et lui prit la main. Son toucher était toujours frais, mais il ne ressemblait plus à la tombe. Il ressemblait à du marbre réchauffé par le soleil. « Je suis vivant », Victor confirma, sa voix rauque d'émotion. « Grâce à vous. » London toucha le bandage sur son poignet. « Je pensais que je vous avais peut-être tué ou que vous ne vous arrêteriez pas. » La tentation était là, Victor admit, retirant ses lunettes de soleil pour la regarder. Ses yeux gris étaient intenses, tourbillonnant d'une profondeur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Mais votre sang a fait plus que guérir la blessure, London. Il a forgé un lien. Pouvez-vous le sentir? » London marqua une pause, fermant les yeux. Elle se concentra vers l'intérieur. Il y avait un faible bourdonnement rythmique au fond de son esprit. Un battement régulier et rassurant qui n'était pas le sien. « Je sens un battement de cœur, mais ce n'est pas le mien. »« C'est le mien, » Victor dit doucement. « Vous m'avez donné votre force vitale librement. C'est le lien le plus profond qu'un vampire puisse partager. C'est un mariage de sang. Vous restez humaine, London. Mais vous êtes marqué par mon essence maintenant. Aucune créature de la nuit n'osera plus jamais vous toucher, vous ou Penny. Ils sentiront mon pouvoir dans vos veines, et ils sauront que vous êtes la source de ma force. »« Et Penny ?» demanda London, son instinct maternel s'éveillant. « Elle est dans la chambre d'enfant, » Victor la rassura immédiatement. « Arthur est avec elle. Il est malmené, mais se rétablit bien. Les meilleurs médecins de la ville s'occupent de lui. Penny est indemne, juste fatiguée. » London se pencha en arrière contre les oreillers moelleux, laissant échapper un long soupir tremblant. « Alors, c'est vraiment fini. »« Travis? »« Travis est parti, » Victor dit, son ton se durcissant avec finalité. « Et Vanessa, je lui ai rendu visite pendant que vous dormiez. Ma force est revenue décuplée depuis notre lien. Elle a été définitivement retirée du conseil. Il n'y aura plus de loup à notre porte. » Le silence s'installa dans la pièce, mais ce n'était pas le silence effrayant de leur première nuit. C'était paisible. Pourtant, un nœud d'anxiété commença à se tordre dans l'estomac de London. Le danger était parti. La dette était payée. La couverture avait rempli son rôle. « Alors, » London murmura, tirant un fil lâche de la couette, « je suppose que l'affaire est conclue. Nous avons joué à la maison. Nous avons survécu au bal et nous avons vaincu les méchants. » Elle força un sourire qui semblait fragile. « Je peux commencer à chercher un appartement.
Peut-être emménager dans l'aile des invités jusqu'à ce que je me remette sur mes pieds. Victor resta très immobile. Est-ce que ce que vous voulez? Ce n'est pas ce que je veux, London dit, sa voix tremblante. C'est l'accord. J'étais le gage. J'étais la fausse femme. Vous n'avez plus besoin de la mascarade. Victor fouilla dans la poche de sa robe. Vous avez raison. Je n'ai pas besoin de la mascarade. Le cœur de London se serra. Elle se prépara au renvoi poli, au chèque qu'il écrirait pour la renvoyer. Au lieu de cela, Victor sortit une petite boîte en velours noir. « Nous avons un problème, London, dit-il, ouvrant le couvercle. À l'intérieur se trouvait une bague qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas un diamant moderne et tape à l'œil. C'était un sertissage ancien, argent foncé, tordu comme des vignes, tenant un diamant central, entouré d'un halo de rubis aussi sombre que le pinot noir qu'il buvait. Le problème, Victor dit, glissant du lit pour s'agenouiller sur un genou, un geste de respect courtois ancien, est que le mensonge est devenu la vérité. J'ai acheté une dette dans une salle de poker, mais quelque part entre les changements de couche et les coups de fusil, j'ai trouvé une âme sœur. Il la regarda, son expression dépouillant toute l'arrogance vampirique, ne laissant qu'un homme qui avait été seul pendant très longtemps. Je ne vous veux pas dans l'aile des invités et je ne vous permettrai certainement pas de vivre dans un appartement. Je veux être le père de Penny. Je veux être votre mari. Pas pour le conseil, pas pour les caméras, pour nous. London le regarda fixement, les larmes montant dans ses yeux, brouillant l'éclat des rubis. Vous demandez à une serveuse d'être la dame du manoir Blackwood. Pour de vrai? Je demande à la femme qui a marché dans le feu pour moi de rester à mes côtés. Victor corrigea gentiment. J'ai dit que je serais père et mari. J'ai l'intention de tenir cette promesse aussi longtemps que votre vie le permettra et au-delà. London rit, un son joyeux et humide. Elle tendit la main. Vous savez, si vous faites ça, vous vous engagez pour les années de bambin, les caprices de l'apprentissage de la propreté. Oh! Victor glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, fraîche contre sa peau. J'ai affronté des meurtres de loups-garous et des malédictions anciennes, London. Je crois que je peux maîtriser l'art du pot. Alors oui, London murmura, se penchant pour lui prendre le visage. Oui. Victor ferma les yeux, se penchant sur son toucher, puis se redressa pour l'embrasser. Ce n'était pas le baiser hésitant et théâtral de la salle de bal. C'était profond, possessif et chaleureux, rempli d'une promesse qui terrifiait l'obscurité et accueillait la lumière. C'était une famille étrange, une serveuse avec un fusil de chasse, une petite fille avec un héritage, et un vampire avec une âme. Mais alors que London regardait par-dessus l'épaule de Victor, par la fenêtre où le soleil brillait sur le domaine, il n'y avait plus une prison, mais une maison. Elle savait une chose avec certitude. Il valait chaque goutte de sang. Quel voyage! D'un jeton de poker sur une table à la dame du manoir, London a prouvé que l'amour d'une mère est la force la plus puissante sur Terre, même plus forte que la faim d'un vampire. L'histoire de Victor et London nous rappelle que la famille ne se limite pas toujours aux liens de sang. Parfois, il s'agit de savoir pour qui vous êtes prêt à saigner. J'espère que vous avez apprécié cette tournure romantique plus sombre du genre vampire. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, peut-être une suite où Penny découvre que son père est un vampire, assurez-vous de cliquer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Partagez ceci avec un ami qui aime une bonne romance avec une touche. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.